Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, reprise après-midi, reprise, voilà, comme on dit dans les sport co. Alors, merci encore à vous d'être là. Et donc, on reprend avec première intervention de l'après-midi avec Philippe Moati. Philippe, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. c'est un plaisir. Alors, Philippe Moati est cofondateur de l'Obsoco, que vous connaissez probablement. Un observatoire et une société d'études spécialisée dans dans les sujets de la grande consommation. Et donc, Philippe, tu vas nous présenter aujourd'hui, alors un thème, on a beaucoup parlé de personnalisation depuis 2 jours, donc on va rester dans cette veine, on va creuser la veine encore une fois, avec penser la personnalisation produit dans le nouveau modèle de consommation. Et tu vas nous expliquer qu'effectivement, c'est pas quand on est un industriel, on fabrique un produit, on le développe, on le vend et il est mis en rayon, le job est fait, il n'y a plus rien à faire. Ben non. Si on veut vraiment tirer le maximum de valeur, il y a plus à faire. Ouais, il y a plus à faire. Alors vas-y, on t'écoute. Merci. Merci. Peut-être je complète un tout petit peu la présentation parce que ça vous permettra de mieux comprendre ce que je vais raconter derrière. En fait, j'ai deux casquettes. Je suis d'abord universitaire, professeur d'économie à l'université Paris Diderot. Je vous dis ça parce qu'il va y avoir un petit moment conceptuel, un petit moment de flottement pendant la sieste. C'est dangereux de faire ça, quoi, hein. Mais je crois que ça me paraît nécessaire. Et par ailleurs, effectivement, j'ai participé à l'aventure de la création de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation, qui se donne comme objet d'essayer de comprendre comment est en train d'évoluer le modèle de consommation et dans la foulée l'architecture des marchés qui mènent aux consommateurs, quoi. Et donc pour ça, on fait beaucoup d'enquêtes pour essayer de mesurer ce qui est émergent et de comprendre les sous-jacents. Donc je vais vous faire un peu profiter de tout ça. Voilà, en partant d'un constat qui est d'ailleurs fondateur de l'Obsoco et de tout ce qu'on y fait. Le constat, c'est le constat de l'épuisement du modèle de consommation qui nous vient des 30 Glorieuses, du capitalisme industriel qui a généré dans sa foulée la grande distribution, les grandes marques de l'agroalimentaire, enfin toute la structuration des marchés qu'on connaît aujourd'hui, ça nous vient en droite ligne des années 60-70, à l'époque de ce capitalisme industriel. Or, le modèle de consommation qui est sous-jacent à toute cette organisation des marchés est en train de se fissurer et les signes sont de plus en plus visibles. Alors j'en veux pour preuve l'effritement des performances. Vous avez peut-être déjà vu, dans le monde alimentaire, c'est frappant, le secteur de l'habillement est en train de se casser la figure. On se pose des questions sur l'alimentaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas de déconsommation? Parce que les mauvais chiffres se succèdent, en tout cas pour ce qui est mesuré par les sociétés de panel. On a souvent des chiffres négatifs. Donc manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas. La grande distribution est en crise, le commerce de proximité a l'air de repartir. Donc manifestement, on est dans une période de changement. Et un nouveau modèle est en train d'émerger. Alors il est loin d'être achevé, on en voit simplement les prémices, mais on peut déjà évoquer quelques propriétés merci, de ce modèle. Premièrement, il est marqué par la démassification. Parce que précisément le modèle qu'on quitte est un modèle de consommation de masse. On pouvait raisonner sur des grandes masses de consommateurs à peu près homogènes dans leurs attentes à l'égard des produits et des services. Aujourd'hui, pour des raisons sociétales profondes que je ne vais pas aborder ici, clairement les consommateurs sont pluriels, sont de plus en plus différents les uns des autres et on ne peut plus travailler sur des agrégats. On ne peut pas continuer de travailler avec en tête la ménagère de moins de 50 ans. Ça nous fait passer complètement à côté de la réalité du moment qui est des individus singuliers qui veulent être reconnus comme des individus singuliers, traités avec déférence et consommer des produits et des services qui leur ressemblent. Donc démassification des marchés, qui implique d'ailleurs une démassification de la distribution qui est en cours. Autre point important, comme nous sommes dans des pays riches et que la plupart des besoins de base sont largement couverts, en tout cas pour l'essentiel de la population, nos aspirations à travers la consommation, elles s'adressent de plus en plus au haut de la pyramide de Maslow. Je pense que vous connaissez cette tarte à la crème du marketing. Et effectivement, en haut de la pyramide, il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'éthique. Donc on a envie d'avoir des formes de consommation qui sont plus compatibles avec les valeurs du moment, et notamment des valeurs de responsabilité environnementale, sociale, etc., etc. Je crois qu'un petit tour dans le salon révèle que ça a été bien enregistré. Maintenant, il faut être crédible à l'égard des consommateurs et ça, c'est pas gagné. Peut-être plus fondamentalement, on est en train de sentir les limites d'un modèle de consommation qui était fondé sur l'avoir. Et on le voit bien dans le business model des entreprises, il faut vendre le plus possible en quantité. Et donc pour ça, il faut convaincre les consommateurs d'accumuler, d'en acheter de plus en plus. Et c'est comme ça que le business tourne. Il faut qu'on achète et quand on a déjà, on va se faire en sorte de nous convaincre que c'est has-been, c'est démodé ou que ça ne marche plus pour en acheter un nouveau. Ça,
de tous les points de vue, à la fois d'un point de vue macro, sur le plan environnemental, on sait que ça ne peut pas durer, et puis les consommateurs commencent à traîner les pieds par rapport à ce modèle-là. Et on comprend que le modèle qui va venir est un modèle qui n'est plus fondé sur l'avoir, mais qui est un modèle fondé sur l'être. Transformer les gens, leur faire vivre des choses, les aider à résoudre des problèmes. Alors ça peut passer par l'achat de produits et l'accumulation, mais l'accumulation n'est pas une fin en soi. Les produits sont des moyens de parvenir à des finalités, et les finalités, fondamentalement, touchent la personne et sa transformation. Donc le changement de paradigme, il va se situer là, et il est phénoménal, hein, passer de l'avoir à l'être. Alors du côté des consommateurs, on voit à peu près ce que ça veut dire, mais après, il faut inventer les business models du côté des entreprises, et ça, c'est sacrément compliqué. Et encore plus au-dessus de tout ça, en surplombant l'ensemble, alors là je commence à jargonner un peu, mais il faut changer la promesse qui accompagne la consommation. Jusqu'à maintenant, on a été sur une promesse qui est mise en avant par le marketing, hein, de bonheur hédonique. C'est quoi le bonheur hédonique? C'est le petit plaisir, quoi, hein. C'est typiquement la publicité qui vous montre un super produit, donc vous vous mettez à rêver de l'avoir, vous êtes exalté, frustré d'abord de ne pas l'avoir, puis exalté quand vous commencez à chercher, à vous approcher de l'acquisition. Le climax, vous l'avez quand vous êtes en possession du paquet et que vous ouvrez le paquet, et puis après, ça retombe. Ça retombe. Donc, si vous voulez, quand on partait de bas dans la consommation, ce plaisir hédonique, ça a été vraiment quelque chose. En plus, ça s'accompagnait de la satisfaction de vrais besoins. Aujourd'hui, les besoins, ils sont couverts. Et si on veut encore avoir cette exaltation qui se banalise, il faut accélérer. Donc, c'est un facteur d'accumulation. Il faut accélérer parce que ça ne dure pas longtemps, cette exaltation. Donc, très vite, il faut passer à une nouvelle envie, un nouveau déballage, etc. Et on voit bien que c'est un mirage. C'est un mirage qui en plus nous met dans le mur sur un plan environnemental. Donc il faut passer de cette promesse de bonheur hédonique, à laquelle d'ailleurs on ne croit plus, et les scientifiques nous l'ont montré, hein, il y a toute une science du bonheur qui s'est développée et qui nous montre que passer à un certain niveau de consommation, consommer plus ne rend pas plus heureux. Donc ça c'est objectivé maintenant du point de vue statistique. Donc il faut passer du bonheur hédonique au bonheur eudémonique. Et alors c'est quoi le bonheur hédémonique? C'est pas avoir la banane, le sourire, c'est avoir le sentiment d'avoir réussi sa vie, quoi. Voilà, de savoir à peu près qui on est, de donner du sens à son existence, de savoir occuper son temps, des choses qui nous font grandir, qui créent du lien avec les autres, etc. Enfin, pour vous le dire autrement, sur votre lit de mort, quand sur les dernières minutes arrivent, vous vous dites ouais, j'ai eu une vie bonne. Voilà, c'est la vie bonne. Vous voyez la différence? Alors la vie bonne, elle peut se nourrir des petits plaisirs de la consommation, hein, faut pas être rabat-joie, mais les petits plaisirs de la consommation, ça ne suffit pas à faire une vie bonne. On fait une vie bonne quand on arrive à se réaliser, à savoir pourquoi on est doué, à exercer des activités dans lesquelles on se sent à l'aise, etc., etc. Donc vous voyez, un changement de programme manifeste, on en voit les prémices, hein. Je ne vais pas avoir le temps de vous montrer comment tout ça est déjà en mouvement, parce que je veux concentrer mes propos sur un point en particulier. Un point en particulier, c'est que si on commence à raisonner comme ça, l'avoir, l'être, le bonheur hédonique, le bonheur eudémonique, alors il faut absolument qu'on change notre manière de penser la valeur économique. Ce que je vais vous dire, ça a toujours été vrai en réalité, hein, mais on l'a complètement occulté quand on était dans le monde du produit, du capitalisme industriel, du monde d'hier. Mais aujourd'hui, revisiter notre conception de la valeur est absolument essentiel si on doit pouvoir, pour les entreprises, hein, accompagner ce basculement vers un nouveau modèle de consommation. Et donc, comprendre la vraie nature de la valeur, c'est réaliser que la valeur n'est pas dans le produit. Ce micro ne contient pas de valeur intrinsèque, zéro valeur dans le produit. Et aucun des produits qui sont présentés dans ce salon ne comporte une valeur intrinsèque. La valeur n'est pas non plus dans l'œil du client. Elle n'est pas non plus dans l'œil du client. Alors si elle n'est pas dans le produit, si elle n'est pas dans le client, elle est où? La valeur est le résultat d'une coproduction entre le vendeur et l'acheteur. C'est le moment un peu compliqué, un peu conceptuel. Vous pouvez zapper, hein, mais ça me paraît important d'essayer de progresser là-dedans. Alors, j'ai fait un petit schéma quand même pour essayer de rendre les choses plus compréhensibles. Donc, la coproduction de la valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une interaction très forte entre les deux protagonistes de cette affaire. Donc, on ne va pas appeler ça acheteur et vendeur, parce que ça se situe trop dans le monde de la transaction, hein. On va appeler ça un prestataire. Le vendeur, c'est le prestataire, et le client, c'est le bénéficiaire. C'est les termes qu'utilisent les économistes quand ils traitent de l'économie des services. Donc on a des prestataires et des bénéficiaires qui vont interagir, et c'est dans cette interaction que va naître
la valeur. Elle n'existe pas avant l'interaction. C'est dans l'interaction qu'on va coproduire la valeur. Alors comment? Ça va produire des outcomes, cette interaction produit des outcomes. C'est le terme anglais, c'est mieux qu'output. Vous voyez, outcomes, on sent bien le caractère qualitatif qu'il y a derrière ça. Et ça se fait en engageant dans cette coproduction des antécédents. Vous suivez toujours à peu près? J'affine. Les antécédents, ça va être quoi? Le prestataire, lui, il amène comme antécédent ses produits. C'est le minimum qu'il puisse apporter. Il va apporter son micro. Et moi, j'amène quoi en tant que bénéficiaire? J'amène un problème à résoudre. Si je prends là, j'ai besoin de parler haut et fort dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Donc, il y a d'un côté un produit qui contient des potentialités et puis un consommateur qui a des besoins, qui a des problèmes à résoudre. Le prestataire, il peut apporter plus, il peut apporter des informations, il peut apporter des compétences, il peut apporter des éléments plus immatériels qui vont accompagner la dimension physique du produit. Et le bénéficiaire, il va amener autre chose. Par exemple, si je me contente d'avoir le micro et le mettre devant ma bouche, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Il faut encore que je parle et que j'ai quelque chose à dire. Donc vous voyez, je vais amener aussi, moi, des compétences, je vais amener du temps, je vais amener des produits complémentaires pour faire une conférence, je vais amener éventuellement l'aide de personnes extérieures, de mes amis, ma famille, des réseaux sociaux numériques. Voilà, tout ça, je vais l'engager dans cet exercice de coproduction. Donc je vais interagir avec les moyens matériels qui m'ont été donnés, et tout ça, ça va produire quoi? Donc des outcomes. Pour moi, consommateur, bénéficiaire, ça produit des effets utiles, et dans l'idéal, même une solution au problème que je m'étais posé initialement. Et pour le prestataire, ça, si tout marche bien, ça lui fournit des revenus. C'était un peu le but de l'opération pour lui. Mais vous voyez que ça produit aussi d'autres choses qui vont avoir un effet dynamique. Pour le bénéficiaire, ça produit des connaissances, ça produit des apprentissages. J'ai appris des choses en faisant. En utilisant ce micro, j'ai appris qu'il fallait le tenir comme ça. Si je le tiens comme ça ne marche pas. Donc, je sais des choses après la coproduction que je ne connaissais pas avant. Et de même, le prestataire, pour peu qu'il ait mis les sondes où il fallait, ça, c'est pas du tout automatique, il va apprendre des choses sur la manière dont on a utilisé son produit, que finalement, faire un micro aussi long, c'est débile parce que c'est trop lourd, qu'il faudrait le faire plus court parce que ça va fatiguer le conférencier, etc. etc. S'il a bien organisé les choses, en fait, tout le monde va bénéficier d'une boucle de rétroaction qui fait que la prochaine fois, les antécédents vont être nourris de ce qui s'est passé dans les étapes précédentes de la consommation. Alors c'est très abstrait, on peut reprendre un exemple, si vous voulez, dans la cuisine. Problème que j'ai, faire un repas. Ça c'est mon problème. Qu'est-ce que fait le prestataire? Il me donne des produits. Dans le modèle actuel, ça s'arrête là. J'ai acheté, le prestataire est content, il m'a vendu des produits alimentaires. Moi, j'ai acheté. Et après, on ne sait plus ce qui se passe. Donc vous voyez, par exemple, vous pouvez faire des produits super top. Si vous ne savez pas les cuisiner, si vous ne savez pas les préparer, finalement, ça ne va pas produire les effets utiles escomptés. Pour que le résultat soit à la hauteur de ce qu'attend le consommateur, il faut que la coproduction se fasse bien. C'est au moment où je vais mettre en œuvre les produits que la valeur potentiellement contenue dans les produits va se révéler. Et donc, c'est quand même curieux que jusque-là, on ait complètement négligé ce moment critique qui est l'interaction qui se fait directement ou indirectement entre le prestataire et le bénéficiaire, cette phase de coproduction pendant laquelle la valeur du produit va se révéler pour le bénéficiaire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut mobiliser ici? Ça peut être des infrastructures techniques. Pour bien cuisiner le produit, peut-être qu'il me faut des bons ustensiles. Si je ne les ai pas, je vais peut-être rater le truc. Si je n'ai pas la bonne casserole pour faire cuire le produit, peut-être que je vais être déçu par le résultat. Il faut des compétences. Si je n'ai pas les bonnes compétences, si je suis un mauvais cuisinier, je vais arriver à un mauvais résultat. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple concret. Nestlé, vous connaissez l'entreprise, j'imagine, fait des tablettes de chocolat à dessert. Et associé à ça, ils ont un site qui s'appelle la table à dessert. Donc on va se dire quand même, il n'y a pas plus con qu'une tablette de chocolat. On est vraiment dans le monde du produit. Eh bien non, Nestlé a déjà raisonné, en tout cas pour ce produit-là, dans cet univers-là. De se dire qu'en fait, on ne vend pas juste une tablette de chocolat. Ce qu'on promet, c'est le plaisir de déguster une pâtisserie réalisée avec la tablette au chocolat. Et donc, si on se contente de livrer la tablette et qu'on s'arrête là, on ne sait pas si on a créé la valeur pour le client. Donc, on va monter dans mon schéma et on va s'immiscer dans la coproduction de la valeur qui se faisait jusqu'à maintenant à l'insu de Nestlé. Le chocolat, je faisais ma mousse tout seul. Nestlé n'en savait absolument rien. Elle était réussie, elle était ratée. Voilà. Là, Nestlé va s'intéresser à comment je fais.
Et donc, si vous allez sur le site, la table à dessert, vous allez voir que Nestlé se fait fort de me donner des recettes, ça c'est assez banal, hein, des recettes de pâtisserie au chocolat, mais comme pas sûr que je vais réussir les recettes, c'est compliqué une recette, il se propose de me former. Et donc, je peux m'inscrire à un programme de coaching dessert. Et donc, moi, je me suis inscrit pour voir. Hein. On évalue votre niveau au départ, donc votre antécédent, et en fonction de votre niveau, on vous prépare un programme de recettes à réaliser. Vous en recevez une par semaine par mail, de difficultés croissantes. Il y a certainement un élément de feedback, est-ce que ça s'est bien passé, etc., etc. Mieux, il y a une hotline, vous avez un numéro qui vous est donné. Si vous êtes en train de coproduire la valeur, vous êtes en train de faire la mousse au chocolat, le blanc ne monte pas, vous êtes en kikiné, vous allez rater votre truc, donc la valeur ne sera pas au rendez-vous. Vous pouvez appeler le numéro en question, et j'ai pas testé, hein, et vous pouvez avoir une opératrice ou un opérateur qui va interagir avec vous, vous dire, bah oui, est-ce que vous avez pensé à mettre la pincée de sel qui fait que le blanc va effectivement monter. Et au final, effectivement, on aura réussi une mousse au chocolat, la valeur du chocolat se sera révélée. Alors là, on n'est que sur le chocolat d'ailleurs, mais pensez à une entreprise comme Seb, qui va parler juste après moi, qui a bien compris que, alors elle ne part pas de l'ingrédient, elle part des équipements. Elle a bien compris qu'il fallait rentrer complètement dans cette logique de coproduction. Et quand on assiste le client dans la coproduction, on devient un partenaire de son activité, du faire. Et donc, c'est là-dessus que je voudrais en venir. J'ai été clair dans ce que je viens de vous dire un peu ? Ouais ? Bon. Consommer, c'est faire. Consommer, c'est faire. On l'a oublié, mais toute activité de consommation amène le client, le consommateur à faire. Alors ça peut être juste mettre au micro-ondes et appuyer sur le bouton. Hein. Ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Regardez, utiliser Excel, à quel point ça nous demande de faire. Hein. Mais toute consommation implique une activité productive du côté du consommateur, implique qu'il fasse. Or, faire, quand on fait, on se transforme. Après avoir fait, on n'est pas le même qu'avant avoir fait. Alors si c'est juste appuyer sur le bouton de micro-ondes, honnêtement, la transformation n'est pas radicale. Hein. Mais avoir appris à maîtriser Excel, par contre, ouais, peut-être. Avoir réussi à changer sa chasse d'eau à la maison tout seul, ouais, ça nous change un peu. Alors, plus ou moins, hein, vous comprenez. Et donc, ça contribue à son bien-être. Vous voyez comment je vais boucler avec le bonheur eudémonique. Quand on fait, eh bien, on tend, c'est un ingrédient qui peut nous mener vers ce bonheur hédonique, c'est la révélation de ce pourquoi on est fait, et faire des choses qui nous valorisent. Et donc, il se trouve que les consommateurs témoignent actuellement d'un très fort engouement pour le faire. C'est très visible. Alors, je vais vous en donner des indices issus de nos enquêtes. Donc, on a un observatoire dit des consommations émergentes. C'est une enquête qu'on fait tous les 3 ans pour suivre les comportements de consommation émergents. Et parmi les comportements qu'on a étudiés dans la dernière vague 2018 de cette enquête, il y avait le fameux do it yourself. Et alors vous avez ici la proportion, alors je regarde mon écran, moi, de loin ça ne va pas être facile à lire, hein, mais c'est la proportion de gens, c'est le segment bleu, qui vous disent avoir pratiqué les activités listées au cours des 12 derniers mois. Voilà, donc première ligne, bricolage, 55% des Français interrogés, échantillon représentatif, nous disent avoir bricolé, au moins occasionnellement, au cours des 12 derniers mois. Il y a des trucs surprenants quand même. Hein. Vous voyez, faire pousser des fruits ou des légumes, 35%. 35%. Grande surprise, c'était de voir produire ces confitures, 29% des Français. Et je me suis dit, c'est vrai, ça m'a étonné dans un premier temps. Mais j'ai réalisé que l'été même où on avait fait cette enquête, moi-même, je me suis cassé la figure, moi-même, pour la première fois, j'ai fait des confitures. Qui fait des confitures dans cette salle ? Eh ben voilà, on est à les 29%, hein, quelque chose près. Et quand je m'interroge pourquoi je m'emmerde à faire des confitures, moi qui cours après le temps, alors que j'aime beaucoup les confitures Bonne Maman qui coûtent vraiment pas cher et qui sont très très bonnes, pourquoi je m'emmerde à faire des confitures ? Eh ben c'est le plaisir de faire. Plaisir de dire quand je reçois à la famille ou aux gens que je reçois, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Et puis quand je les mange, en ce moment je mange mes confitures de poire que j'ai faites à la fin de l'été, ça me rappelle quand je les ai fait, c'est un moment de vie, etc. Vous voyez comment c'est plus riche, comment ça produit des effets utiles indirects, bien plus riches que ceux que j'ai quand je consomme de la confiture de Bonne Maman, qui par ailleurs est très bonne. Mais elle est seulement très bonne. Vous voyez ? Donc là, c'est quand même massif. Si on regarde toutes ces activités que vous avez ici, vous avez 80% des Français qui en pratiquent au moins une. C'est énorme, hein ? Et si vous regardez en plus le petit segment
rose, vous voyez, c'est je ne pratique pas, mais je pourrais pratiquer dans l'avenir. Donc il y a plein de gens qui sont tentés d'essayer. Ouais. Donc il y a envie de faire, et on sent bien parce qu'on retrouve le contact avec la matière et on se réalise. Alors, on est tellement convaincus de ça qu'on... Ah non, je vais vous dire encore autre chose et je prolonge. On les a interrogés sur pourquoi vous faites. Pourquoi vous faites. C'est vrai que ça peut être intéressant. Sans surprise, c'est d'abord pour le plaisir de faire soi-même. D'abord pour le plaisir de faire soi-même. Après, vous avez quand même pour faire des économies, mais ça vient en second plan. C'est souvent une combinaison des deux. Si avec les économies, ça serait tellement barbant que dans l'univers d'évitement de la contrainte dans lequel on vit, on ne fait pas des choses uniquement pour faire des économies, quoi. Alors, on est tellement intéressé par ces questions-là qu'on a lancé un observatoire du faire. Alors, beaucoup plus large que le do-it-yourself. C'est la Maïf qui nous a soutenus dans cette initiative. On a passé en revue 24 activités de loisirs actifs. Loisirs actifs, c'est des loisirs, hein, mais qui ont en commun de produire quelque chose. Ça produit quelque chose de physique, le bricolage, la cuisine, le jardinage, ou d'immatériel. Composer de la musique, chanter dans un groupe, le sport, on produit une performance, le théâtre, une performance, mais pas de même nature, etc. Voilà, 24 activités de ce type-là, et on a vraiment traité en profondeur le sujet. Et on arrive à des constats étonnants. 93% des Français sont engagés dans le faire, c'est-à-dire pratiquent au moins occasionnellement au cours de l'année en cours l'une de ces 24 activités. 93%. Et en général, ce n'est pas une seule activité. Vous voyez, en moyenne, c'est 5,8. 5,8. Donc les Français sont massivement engagés là-dedans. Ça dit quelque chose de ce qui les intéresse vraiment dans la vie, si vous voulez. Hein. Et alors, pour ceux qui ont fait un peu de sociologie bourdieusienne, on retrouve des effets de classe sociale. On pratique plus quand on a le capital culturel que quand on ne l'a pas. Mais enfin, ce n'est pas le sujet ici. C'est pas le sujet ici. Plus encore, on a interrogé ces gens qui font, on leur a demandé leur rapport à cette activité. Est-ce que c'est très important pour eux? Est-ce que c'est une passion? Une passion, c'est un mot fort. Hein. 79% des Français sont passionnés par au moins une activité du faire. C'est incroyable comment ça remplit une vie d'avoir une passion dans ce genre de choses, quoi, hein. Voilà. Et en général, en moyenne, c'est 2,4. Ce n'est pas une activité. On est passionné en moyenne par 2,4 activités. C'est pour camper le truc. Alors pourquoi on est à ce point passionné? Pourquoi on s'accroche? Parce que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Donc on a posé un tas de questions pour savoir ce que les gens ressentent pendant qu'ils font. Et on a classé ces affects en 3 catégories. Le plaisir hédonique, juste le plaisir de faire, hein, ça m'éclate. L'expression de soi, j'ai l'impression en même temps que je fais que je dis qui je suis, hein, et ça m'aide à peut-être évacuer des choses. Hein. Et puis ce qu'on appelle le flow. Je ne sais pas si vous connaissez le flow, qui a été une notion très diffusée par la psychologie positive. Vous savez, on oublie tout, on est complètement dans ce qu'on fait, on est complètement absorbé, et finalement c'est un vrai facteur de bien-être, quoi, hein. Donc on a mesuré ces trois états pendant que les gens font. Alors, on leur a demandé de reconstituer, on ne les a pas observés. Hein. Et ce que vous voyez ici, c'est que plus on est passionné de l'activité, plus on ressent tout ça. Donc en gros, quand on fait du bout des doigts, ça procure des petits bénéfices. Quand on fait vraiment, quand on s'investit dans l'activité, quand elle devient passionnelle, eh bien on en tire des plaisirs hédoniques, de l'expression de soi et du flow. D'accord ? Donc des gratifications instantanées extrêmement importantes. Donc ça rend les gens plus équilibrés, plus épanouis. Et d'ailleurs, au final, c'était l'objectif de notre étude, on a croisé l'engagement dans le faire des individus avec leur bonheur, leur sentiment de bonheur. On l'a mesuré de 2 manières. On leur a demandé de donner une note sur la satisfaction qu'ils ont à l'égard de leur vie. Classique en économie du bonheur, mettez entre 0 et 10 selon le degré de satisfaction que vous ressentez à l'égard de votre existence. Et ce que vous voyez ici, c'est que la note moyenne, elle progresse avec le degré d'engagement dans les activités du faire. Donc en gros, plus on fait, plus on est satisfait de sa vie. Donc plus on est quelque part heureux. Et puis on a adopté une autre mesure, ah ben non, vous ne la verrez pas, je l'ai sauté, une autre mesure de bien-être psychologique. On a demandé aux gens au cours du mois qui vient de passer, à quelle fréquence avez-vous ressenti tel ou tel type d'émotion. On a en déduit un indicateur de bien-être psychologique ou d'équilibre psychologique. Ben, plus on fait, plus on est en bon état psychologique. C'est top ça, par rapport à une époque où tout le monde cherche à être bien, le bien-être devient l'objectif suprême, le bonheur devient l'objectif suprême. Bien finalement, on n'est pas heureux en accumulant des objets, pas quand on a déjà beaucoup d'objets, on est heureux quand on fait. Tirons-en les implications. Quand on vend des produits, qu'on soit industriel ou distributeur, il faut apprendre à parler moins de produits et plus d'effets utiles et de solutions. Il faut changer de discours. Bien sûr qu'il faut mettre en avant les caractéristiques du produit, mais le produit n'est qu'un intermédiaire. Le produit ne contient que potentiel.
C'est pas ça qui intéresse le client. C'est ce qu'il en fera, c'est ce qu'il en tirera au final. Deuxièmement, il faut penser la part prise par les consommateurs dans la production des effets utiles. Vous avez vu que c'est une coproduction, donc il faut la penser. Quand on conçoit le produit, il faut penser à cette coproduction qui va venir plus tard. Et donc, ça veut dire, par exemple, permettre à chacun d'ajuster le produit en fonction de ses besoins. C'est la fameuse personnalisation. Mais ce n'est pas une personnalisation avant. Ce n'est pas mettre 50 produits en rayon pour que chacun trouve celui qui lui convienne. Ce n'est même pas le finir en magasin pour l'ajuster au goût de chacun. C'est permettre à chacun chez soi, par lui-même, en faisant, de mettre le produit à sa main. Il faudrait mettre une barre jaune ici parce qu'il va finir par y avoir un accident. D'accord ? Donc, dans la conception du produit, pensez la part qu'on va laisser au consommateur et lui permettre donc de s'exprimer, de se réaliser à travers la contribution qu'il va apporter, la contribution de valeur, sur la base de ce qui lui aura été fourni par le prestataire. Et enfin, il faut mettre en œuvre les ressources pour orchestrer cette coproduction. Ça ne s'improvise pas, il faut l'orchestrer et assister les consommateurs pendant qu'ils font. Donc ça veut dire quoi ? L'ergonomie du produit. Il faut penser pour qu'il soit facile à mettre en œuvre et à révéler son potentiel d'effets utiles. Il faut aider le consommateur à avoir les compétences nécessaires pour bien jouer sa partition. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a de plus en plus de marques et d'enseignes qui forment les clients. Je vous ai parlé de Nestlé tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres dans le bricolage. Ça fait longtemps qu'on forme les clients. Fender, fabricant de guitares électriques en difficulté comme tous les vendeurs de guitares électriques, a lancé un énorme programme de formation par le numérique, tout simplement, parce que plus on sait jouer, plus on s'accroche à l'instrument, puis on monte en gamme, on achète des instruments de plus en plus chers. Donc former, faire monter en compétence le consommateur pour que ce soit un bon coproducteur, c'est essentiel. L'assister, parce que même si on a le niveau, il y a toujours des moments où il y a des problèmes dans la coproduction. Être à ses côtés au moment où il rencontre un os pour pas que la coproduction soit ratée. Partager, l'aider à partager, parce qu'on est tellement fiers de ce qu'on a fait, on a envie de le montrer. Regardez tous les traceurs d'activité, là. Et tout de suite, vous pouvez envoyer vos performances sur Facebook pour que vos amis soient épatés par le temps que vous avez mis pour faire votre footing dimanche matin, quoi. Donc pouvoir montrer, bénéficier du conseil des uns et des autres, créer des communautés autour de cette pratique. On adore discuter avec d'autres qui pratiquent les mêmes choses que nous, quand on est passionné de ça. Et au passage, ça fait du brassage social, parce que ça mélange les gens sur d'autres critères que les classes sociales habituelles, si vous voulez. Donc c'est formidable pour le lien social. Et puis, organiser la rétroaction. C'est formidable quand vous voyez comment les gens font, quand l'information vous revient, ça vous aide à améliorer vos produits. Et vous avez des produits qui sont de plus en plus performants et qui vont rencontrer de plus en plus d'adhésion parce que vous avez organisé cette boucle de rétroaction. Formidable. Donc si vous faites tout ça, vous voyez que non seulement vous avez vendu des produits, mais vous avez créé un capital relationnel et d'empathie avec le client. Et le client vous aime, vous êtes un partenaire. La marque n'est plus juste un fournisseur, c'est un partenaire qui non seulement m'aide à résoudre des problèmes, mais aussi m'aide à m'exprimer, à me réaliser. Donc vous imaginez la nature de la relation que ça crée à la marque ou à l'enseigne si on est capable de basculer comme ça, de l'avoir à l'être et puis de l'être par le faire. Donc voilà, la démonstration, j'espère, est à peu près faite. Et j'ai conscience qu'entre ce que je viens de vous dire et être capable de rentrer dans cette machinerie lorsqu'on est encore dans l'économie du produit, il y a des années-lumière. Voilà. Mais si on ne commence pas, on n'a aucune chance d'y arriver. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Philippe. C'est un propos presque révolutionnaire quand même. Tu nous dis le produit est inerte d'une certaine façon et c'est dans son utilisation et dans la dynamique de son utilisation dans l'interaction entre la marque et le consommateur que se révèle sa valeur en fait. Mais c'est d'une banalité incroyable. Ouais, mais c'est en soi, c'est rupturiste quand même. C'est-à-dire que le produit en soi n'a aucune valeur. Comme tu dis, il est un potentiel et c'est dans la dynamique de l'utilisation que sa valeur se révèle. Exactement. Il est inerte, quoi. Exactement. Et alors qu'on a tendance effectivement à magnifier les produits et à en faire des objets de convoitise en soi avec une valeur intrinsèque qui en fait ne vaut rien tant qu'il n'est pas utilisé, quoi. Exactement. Oui, donc c'est quand même un peu, ça secoue un peu les modèles de la société de consommation. C'est sûr. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Philippe ? Voilà, première question, madame. On va vous faire passer un micro, madame. Je vous demanderai de vous présenter simplement et puis voilà. Je m'appelle Laurence Bettine et je suis designer. Merci beaucoup. Vous êtes tout à fait à votre place dans ce salon Made, pour le coup. Bah ouais. Moi, je suis assez d'accord sur ce que vous dites, évidemment. Enfin, d'une part, c'est complètement banal ce que vous dites. Oui. Parce que faire une étude et montrer qu'on est heureux quand on fait les choses, je pense que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents
le faisaient déjà. Donc ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on ait besoin de faire ce genre de choses. Moi, c'était le premier constat. C'est prouvé statistiquement maintenant, si vous voulez, rigoureusement. Voilà. Non, mais c'est déjà très très bien. Et la deuxième chose, c'est tout le process que vous démontrez. Moi, avec tous nos clients, c'est déjà ce qu'on fait évidemment quand on est designer et quand on travaille dans le marketing. Donc je trouve que c'est très intéressant pour les gens qui ne sont pas déjà dans ces métiers-là, parce que c'est notre quotidien pour le coup. Moi, la question que j'ai, et aujourd'hui, c'est le digital qui rend effectivement cette dimension collaborative vraiment plus facile, c'est où est-ce qu'on trouve l'argent pour le faire. Parce que tout ce schéma-là, il est hyper juste et moi je suis à 300% avec vous. Par contre, mettre en place les outils, etc., sans augmenter le prix du produit, parce que le nerf de la guerre, il est sur le prix du produit, comment on fait ? Je ne m'adresse pas à vous pour me donner une solution, mais à tout le monde. C'est-à-dire que mettre en place des plateformes digitales, avoir un community manager, avoir des gens qui répondent au téléphone ou derrière un écran, c'est énorme en fait comme nouveau pan de l'industrie. Et voilà, je voulais juste avoir votre ressenti par rapport à cela. Alors, 2 éléments de réponse. D'abord, la solution, elle est en partie dans le numérique. Mais justement, un numérique qui est du coup utilisé par rapport à cette finalité. Moi, j'entends trop ce mot d'ordre de la digitalisation de l'entreprise. Ça ne veut absolument rien dire. D'abord, on définit une stratégie. Après, on voit comment le digital peut être un outil pour y parvenir. Et alors là, typiquement, sans le digital, on revient à l'artisanat en réalité. On revient à l'artisanat avec des coûts élitistes et les marchés se contractent sur une poche de clients qui peuvent payer. Donc, il ne s'agit pas de ça. Justement, le numérique va nous permettre, par des automatismes, par 2 leviers en fait, tout simplement. On va industrialiser automatiser un certain nombre d'opérations dans l'interaction entre le prestataire et le bénéficiaire. Et l'intelligence artificielle, qui a ses débuts et devrait permettre d'aller de plus en plus loin pour un coût marginal nul. Et ensuite, animer des communautés. Ça se fait très couramment en réalité, parce que les communautés, au lieu d'avoir un type qui répond au téléphone qui est un salarié, même s'il habite au bout de la planète, vous avez un type qui demande rien, juste le plaisir de partager une expérience, de résoudre un problème pour un congénère, quoi. Donc animer des communautés et exploiter le potentiel du digital pour automatiser un certain nombre de rouages de cette relation marque-bénéficiaire, eh bien, je pense qu'on a du potentiel devant nous, à condition de travailler le numérique dans cette direction. Voilà, de se dire c'est ça l'enjeu, un des enjeux du numérique. Creusons dans cette direction. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que plus on entre là-dedans, plus les prix deviennent incommensurables. Ce qui fait qu'on vit une guerre des prix aujourd'hui dans la grande distribution, c'est que tout le monde vend les mêmes produits de la même manière. Donc quand tout le monde vend les mêmes produits de la même manière, le Coca-Cola, s'il est vendu 1 centime plus cher ici que là, ça saute aux yeux, et il n'y a aucune raison de payer 1 centime plus cher si tous les autres paramètres sont équivalents. Donc cette concurrence par les prix implacables résulte de la comparabilité des offres. Plus on va faire des offres complexes qui ne se ramènent pas à juste céder un droit de propriété sur un produit standardisé, mais que le produit est noyé dans une prestation plus globale, à la limite une promesse de résultat qui est une vraie démarche servicielle, plus c'est absolument impossible de comparer des prix. Donc la contrainte de prix, elle se dessert. Elle se dessert, surtout si votre offre elle est multifonctionnelle. Il y a le chocolat, mais il n'y a pas que le chocolat, il y a le gâteau qui va avec, il y a le plaisir, il y a l'assistance. Enfin, c'est multifonctionnel. Pour une tablette de chocolat, c'est cher, mais pour la globalité des effets utiles que je vais en tirer, finalement, c'est pas si coûteux. Et si vraiment ça m'apporte beaucoup, je valorise. Et de toute façon, c'est incomparable avec la proposition d'une autre entreprise qui a configuré son bouquet différemment. Voilà. Donc je pense que la dictature du prix bas, ça nous vient, c'est une des manifestations de l'impasse dans laquelle on se trouve avec le modèle industriel qui nous vient des 30 Glorieuses, quoi. Alors, tu l'as dit, certes, Nestlé est un groupe très riche, immensément riche, et qui peut à la limite se permettre de financer à perte des services autour de la tablette de chocolat. Néanmoins, c'est quand même pas innocent de voir qu'ils ont fait ça sur un produit de base. La tablette de chocolat noir Nestlé dessert, c'est vraiment pas un chocolat sophistiqué, et c'est celui à la valeur unitaire peut-être la plus faible et le plus comparable. Et c'est là qu'ils ont décidé de mettre le paquet. Alors certes, ils ont les moyens de financer peut-être à perte, on est d'accord. Toutes les PME peuvent pas le faire. Néanmoins, c'est pas innocent, c'est pas sur un produit à valeur ajoutée très forte, sur un produit standard de base. Où ils sont attaqués par des MDD, par des produits premier prix. Bon. Vous savez, on peut faire des choses beaucoup plus simples. Peut-être qu'on a mis la barre un peu haut, là. Moi, j'étais frappé, j'ai vu une campagne d'affichage pour Socopa. Et on nous montre un steak haché, qui n'est pas vendu comme d'habitude. C'est une barquette avec 3 compartiments. Le steak haché, à vrai dire, je n'ai pas vu dans le détail. Je crois que c'est des petits légumes coupés en petites lamelles. Et puis, un 3e compartiment, il y a autre chose. Je ne sais pas très bien quoi. Et en fait, on nous invite à mélanger tout ça. Voilà. Le faire, là, il est vraiment réduit à pas grand-chose, mais quand même, chacun va faire son steak haché, va l'assaisonner
à sa manière. On a mâché le travail, on a orchestré cette coproduction en me donnant tous les éléments pour, tout est déjà coupé, préparé, mais j'ai quand même le petit plaisir de le faire, de le personnaliser moi en fonction du dosage que je vais faire entre ces différents ingrédients. Donc vous voyez, ça peut être des choses très très simples, ça peut être des choses extrêmement compliquées et très ambitieuses, mais on peut commencer par des choses très simples, tout simplement si on garde à l'esprit l'idée que la valeur est le résultat d'une coproduction. Voilà. Avoir ça en tête déjà, c'est changer de lunettes et commencer à entrevoir des choses qui sont faciles à mettre en œuvre tout de suite. Y a-t-il une autre question pour Philippe Moati? Non. Merci beaucoup. Dernière chose, effectivement, c'est ce qui a été abordé là dans les questions aussi. Le digital, évidemment, parce que c'est la thématique aussi de ce salon cette année, il permet d'aller plus loin dans cette interaction que ce qu'on ferait dans le monde physique où effectivement on a des limites. Oui, mais on peut être hyper digitalisé et pas avoir déployé le digital en ce sens-là. C'est clair. Mais moi, je pense qu'effectivement, ces modèles, on peut en parler aujourd'hui, non seulement parce qu'on sent que c'est une attente sociétale, il y a quelque chose de latent qui attend de se révéler à travers une offre qui sera proposée ou généralisée, mais aussi c'est possible maintenant parce qu'on a les technologies pour le faire et le rendre démocratique. Voilà. Mais simplement, il faut penser le développement du digital dans cette direction. Le digital peut redonner aussi du tonus au modèle qui est en train de s'effriter. D'ailleurs, c'est plutôt dans ce sens aujourd'hui qu'il est mobilisé. On essaye de redonner du mordant et de la productivité au modèle industriel parce que précisément il s'essouffle. Mais ce faisant, on ne fait que retarder l'échéance et on perd du temps dans la création de nouveaux business models associés au modèle de consommation qui est en train d'émerger. Super. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Alors, nous allons poursuivre dans quelques minutes avec l'intervention donc de Xavier Boite-de-Vézy du groupe SEB. Et tu en as dit deux mots tout à l'heure en disant que SEB s'était déjà inclus dans cette logique de service autour du produit. Et alors là, c'était des produits, en plus, ce sont des produits d'électroménager, de petits électroménagers. Donc, ce n'est pas des produits alimentaires pour le coup. Mais voilà, donc là aussi, cette démarche d'accompagnement et d'aller au-delà du produit pour favoriser cette interaction. Donc voilà, ce sera une partie de l'objet évidemment de l'intervention de Xavier Boite-de-Vézy dans quelques minutes. On se retrouve dans 5 minutes.